Bonjour, cher invité, professeur Valère Dior. Bonjour, chers participants. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je me nomme Abdoulaye Cissé, doctorant en droit privé à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et allocataire de recherche au laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora de l'ASPEC de la même université. Mes travaux de recherche tournent globalement autour de la problématique relative à la protection des données à caractère personnel dans les enquêtes de sécurité nationale. J'ai aujourd'hui l'immense plaisir, mais aussi la lourde responsabilité discussion, de modérer cette discussion. Cela étant précisé, je voudrais, au nom de toute l'équipe du LASPAC, vous souhaiter la bienvenue et vous remercier chaleureusement pour avoir répondu favorablement à notre invitation à ce quatrième numéro de notre cycle de séminaires intitulé Samosuni données, ou plutôt Protégeons nos données pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la langue de Coach Barma. Ce cycle de séminaires consacré aux enjeux et défis relatifs à la protection des données à caractère personnel est une initiative du LASPAC dans le cadre de son programme de recherche ProDP Africa. Ce programme de recherche pluridisciplinaire à vocation continentale, lancé en février 2022, vise à renforcer la protection des données à caractère personnel en Afrique en vue de construire un système globalement harmonisé et efficient. Les trois premiers numéros de notre cycle ont porté sur des thématiques d'importance majeure en rapport avec les données à caractère personnel. Aujourd'hui, nous abordons une thématique nouvelle et tout aussi importante, à savoir la régulation des réseaux sociaux et les nombreux enjeux et défis qu'elle soulève en matière de protection des données à caractère personnel. Oui, il faut le dire, l'avènement des réseaux sociaux a apporté beaucoup de bien à l'humanité. De Tamba à Kampala, du Sine Saloum à Singapour, de Dakar à Jakarta, les citoyens du monde se parlent, échangent et accèdent peu ou prou au même contenu. Les réseaux sociaux ont contribué à créer et à renforcer les liens entre des personnes de divers horizons, à promouvoir un brassage culturel à l'échelle mondiale et à favoriser surtout une meilleure expression des droits et des libertés démocratiques. Mais comme toute bonne révolution, celle-ci s'est accompagnée de son lot d'effets négatifs. La haine en ligne, la désinformation. Je pense que je n'ai pas besoin de revenir sur l'affaire des chiens et chats de Springfield, les pratiques anticoncurrentielles, le cyberterrorisme, ou bien la violation du droit au respect de la vie privée des données personnelles figurent parmi les nombreux fléaux qui gangrènent nos sociétés contemporaines. L'essor des réseaux sociaux soulève en réalité des enjeux et défis nouveaux pour nos démocraties. Faudrait-il envisager une régulation des réseaux sociaux pour résoudre ces problèmes? Qui doit réguler? Quels instruments utiliser pour réguler? Nos instruments traditionnels sont-ils adéquats pour assurer une protection efficace de nos données personnelles sur ces plateformes? Quelles stratégies pourraient être mises en place pour encadrer efficacement ces plateformes? Ne serait-il pas illusoire, comme le pensent certains, de vouloir réguler des plateformes échappant en principe à tout contrôle direct avec des nombres d'utilisateurs et des budgets surpassant ceux de certains États? Voilà autant de questions qui nous taraudent et que nous aurons la chance d'aborder aujourd'hui avec notre cher invité, le professeur Valère Dior. Valère Dior est professeur de droit à l'Université de Bretagne occidentale en France, au centre de recherche Lablex. Il est membre de l'Institut universitaire de France, chercheur au Centre géopolitique de la Détesphère et affilié au Yale Information Society Project. Ses recherches portent globalement sur le droit international, le droit numérique. Il dirige le programme Gouvernance et régulation des réseaux sociaux. Ses recherches actuelles portent sur la régulation, bien la gouvernance des réseaux sociaux, la modération des contenus, la liberté d'expression en ligne, la réglementation internationale de l'intelligence artificielle et le droit international de la cybersécurité. Professeur Ndior est co-auteur avec M. Emmanuel Netter de l'ouvrage État et réseaux sociaux, contrôler les discours en ligne, publié en février 2024, qu'il nous présentera d'ailleurs brièvement avant de revenir in fine sur les aspects liés à la protection des données à caractère personnel. Mais avant de céder la parole au professeur Dior, je vais rapidement revenir sur la répartition du temps. Nous disposerons d'une heure trente pour discuter globalement, répartie comme suit. 40 à 45 minutes pour la présentation du professeur Dior et 40 minutes pour la discussion, l'autre partie. Sur ce, je vous souhaite, chers participants, un excellent séminaire. Professeur Dior, je vous cède la parole.
Merci infiniment pour l'organisation. Je suis vraiment ravi de pouvoir participer à cette rencontre. Je vais avoir plaisir à échanger avec vous au sujet des réseaux sociaux et des enjeux de droit des données personnelles, hein, dont vous avez souligné l'importance, d'autant que, comme cela a été indiqué par Monsieur Cissé, un ouvrage a été publié il y a quelques semaines qui porte sur les rapports entre les États et les réseaux sociaux et dans lesquels on aborde un certain nombre de menaces pour la protection des données personnelles et de la vie privée, que ce soit alors, dans le cas qui m'intéresse particulièrement en France et en Europe, mais aussi à l'échelle internationale, compte tenu du comportement des entreprises de réseaux sociaux, de ces entreprises multinationales dont le rôle est désormais bien connu et dont les controverses se multiplient de semaine en semaine. L'année 2024 a été particulièrement dense et peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir durant notre échange. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, je suis d'autant plus ravi que, même si je suis français, parce que je suis né en France et passé toute ma vie en France, par mes parents, je suis originaire du Sénégal. Et donc, je crois que c'est la première opportunité que j'ai de présenter mes travaux devant un public sénégalais. Et donc, voilà, j'en suis d'autant plus ravi. Alors, comme cela a été indiqué, ma présentation va se scinder en deux temps. D'abord, assez brièvement, en l'espace de quelques minutes, je vais évoquer les questions qui sont abordées dans l'ouvrage État et réseaux sociaux que j'ai coécrit avec mon collègue, le professeur Emmanuel Netter, qui lui est professeur de droit privé à l'Université de Strasbourg. Moi, je suis plutôt publiciste. Et ensuite, je ferai un état des lieux d'un certain nombre de problématiques que nous avons pu traiter dans le cadre de notre ouvrage, en lien spécifiquement avec l'exploitation de données personnelles de façon massive et du point de vue d'atteintes qui ont pu être portées à la vie privée, du fait du comportement des réseaux sociaux ou du fait de leur négligence à l'égard des comportements de certaines entités tierces. Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne spécifiquement l'ouvrage État et réseaux sociaux, je vais simplement vous parler un peu de sa genèse et des points qui sont abordés dedans. C'est un ouvrage que l'on a souhaité accessible à un public, plutôt à un lectorat de non spécialistes, de non académiques, ce qui fait que nous abordons avec une plume aussi généraliste que possible des thématiques qui peuvent être étudiées sous l'angle du droit, de la science politique, de l'économie, etc., etc. Notre objectif principal était d'étudier la manière dont les entreprises de réseaux sociaux, d'une part, les principales entreprises, hein, donc le groupe Meta, le groupe X, anciennement Twitter, TikTok et autres, interagissent avec les États au sens large, avec les autorités publiques à l'échelle internationale pour voir un peu de quelle manière ces relations s'agencent. Quel est l'agencement des relations entre les acteurs privés, les multinationales, que sont les réseaux sociaux, d'une part, et d'autre part, des gouvernements, des parlements, des autorités de régulation, pour voir si l'on est plutôt dans le domaine du rapport de force, plutôt dans le domaine de la confrontation, du partenariat, de l'instrumentalisation, etc., etc., etc. Et donc, voilà, nous avons étudié ces différentes questions selon une perspective qui est principalement juridique, droit public, droit privé, mais pas que, parce que nous abordons aussi des questions qui pourraient être analysées sous un certain, sous une perspective de géopolitique ou presque de relations internationales. Et donc, cela donne un ouvrage qui est composé en trois grandes parties, après une introduction assez dense, hein, durant laquelle on explique ce que sont les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on les qualifie juridiquement, économiquement et autres. Donc une première partie qui vise à analyser les discours qui sont façonnés par les entreprises de réseaux sociaux pour communiquer à la fois avec les États et avec le grand public, pour affirmer voilà, qu'ils sont là pour connecter le monde, améliorer la qualité du débat public, être des enceintes de débat, des enceintes d'émancipation pour les communautés, etc., etc. Donc, de quelle manière ils communiquent, de quelle manière ils se présentent en tant qu'entreprise. Le fait qu'ils soient présentés comme gratuits, quasiment d'intérêt général et autres. Ensuite, dans une deuxième partie, hein, composée de trois ou quatre chapitres, quatre, nous nous intéressons à différents cas d'études
dans lesquels soit les réseaux sociaux sont instrumentalisés, utilisés de façon massive par des gouvernements, par des personnalités politiques et autres, soit au contraire, ils entrent en situation de conflit. Donc on parle notamment d'utilisation des réseaux sociaux par des acteurs politiques, par des chefs d'État, par des chefs de gouvernement. On parle de l'aide au développement qui est apportée par les réseaux sociaux à certains pays, à la question de la mise en œuvre des droits de l'homme à l'ère du numérique, etc., etc. Donc, c'est un certain nombre de cas d'études. Et nous achevons notre réflexion par des développements consacrés à la question du contrôle. Du contrôle. Qui contrôle qui et selon quel mécanisme? Ce qui nous permet d'aborder la question du contrôle exercé par les autorités publiques, notamment par la question de la régulation, sur laquelle je vais revenir évidemment tout à l'heure, la question du contrôle par les réseaux sociaux eux-mêmes, notamment sous l'angle de l'autorégulation, de quelle mesure les réseaux sociaux sont en mesure d'établir des pratiques, des instruments et autres leur permettant d'affirmer qu'ils régulent leur propre comportement. Et pour finir, la question d'un contrôle éventuel par les utilisateurs. Que peuvent faire les utilisateurs? Ce qui m'amènera encore une fois tout à l'heure à évoquer la question des données à caractère personnel. Donc voilà, un ouvrage assez resserré finalement, hein, 200 pages format poche, que nous avons écrit en 3 ans, à partir de nos réflexions menées depuis quasiment 10 ans de part et d'autre, sur la base d'une veille de la pratique, de recherche documentaire, mais aussi d'un certain nombre d'entretiens que nous avons menés avec des personnes qui ont soit travaillé côté réseaux sociaux, soit qui font partie de la société civile, soit des universitaires, voire potentiellement des personnes tout simplement qui ont une expertise technique et qui nous ont expliqué un certain nombre de choses. Et évidemment, comme tout ouvrage, il est devenu obsolète quelques semaines après que nous l'ayons publié, parce que nous n'avions pas anticipé ce qui allait se produire au cours des dernières semaines, à savoir le rôle croissant joué par la plateforme X, anciennement Twitter, dans la campagne électorale américaine, hein, qui s'est achevée il y a quelques semaines par la victoire de Donald Trump. Euh, et un autre exemple que nous n'avions pas anticipé, c'était l'hypothèse qu'en Roumanie, une élection puisse être annulée, hein, tout un premier tour de scrutin puisse être annulé sur la base d'allégations de l'utilisation illicite de la plateforme TikTok par un candidat, euh, ce qui lui aurait permis hein, donc d'être classé premier à l'issue du premier tour, sous l'impulsion ou avec le soutien allégué d'intérêts russes. Donc voilà, il y a des choses évidemment que nous ne pouvions pas intégrer dans l'ouvrage. On l'a fini durant l'été. Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses dès qu'on l'a rendu, hein. C'est le propre de toute activité de recherche, mais cela nous a conforté dans l'idée que les questions que nous avons abordées présentaient un intérêt et qu'elles méritaient d'être poursuivies par une variété de chercheurs et d'experts. Alors, cela m'amène, je pense, à la question qui vous intéresse particulièrement, à savoir la question de ce que les réseaux sociaux ont aux données personnelles, la manière dont ils les ont exploitées, instrumentalisées, un certain nombre de controverses qui sont liées à des atteintes à la vie privée et les pistes qui sont envisagées ou qui ont été envisagées, qui parfois ont échoué pour permettre une meilleure protection de la vie privée des utilisateurs à l'échelle de différents États, de différents territoires, voire à l'échelle internationale. Alors, j'aimerais peut-être, pour que les choses soient claires pour tout le monde et pour éclairer la discussion que nous allons avoir tout à l'heure, j'aimerais rappeler que un réseau social, et particulièrement les réseaux sociaux dominants hein, qui nous intéressent, donc les Facebook, Instagram, TikTok et autres, hein, même YouTube dans une certaine mesure, les réseaux sociaux, leur fonctionnement repose sur l'exploitation de données. Pas uniquement personnelles, mais elles reposent sur l'exploitation de données. C'est leur source d'alimentation, c'est leur carburant, le modèle d'affaires d'un réseau social en tant qu'entreprise multinationale. Donc, le modèle repose sur l'exploitation, on va dire, massive de données à caractère personnel, étant rappelé que les réseaux sociaux rassemblent aujourd'hui plus de 3 milliards d'utilisateurs et d'utilisatrices à travers le monde. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que, comme nous le rappelons dans l'ouvrage, un réseau social, c'est une plateforme numérique qui est constituée d'un ensemble de fonctionnalités, d'un ensemble de caractéristiques. Il nécessite donc la création, la possibilité de créer un profil utilisateur
voilà, qui sera soit public, soit privé, soit semi-public, soit semi-privé, selon les paramètres de confidentialité que vous allez mettre en œuvre. Il repose ensuite sur la création de contenu par les utilisateurs eux-mêmes, qu'ils en aient conscience ou non. Ça peut être du texte, ça peut être de l'image, ça peut être de la vidéo, ça peut être des contenus permanents, des contenus éphémères. Et une troisième caractéristique qui est essentielle pour caractériser un réseau social à la contemporaine, c'est l'interaction. On ne peut pas caractériser un réseau social s'il n'y a pas d'interaction, si en tout cas l'objectif n'est pas l'interaction entre des utilisateurs. Interaction qui va nécessiter évidemment la production de contenu de la part des utilisateurs. Un réseau social sur lequel il n'y a pas de contenu, qui est simplement une espèce d'album photo général, ne peut pas fonctionner. Donc, une exploitation massive de données à caractère personnel. Shoshana Zuboff, hein, l'auteur américaine qui est l'auteur, pardon, d'un ouvrage de référence, Le capitalisme du surveillance, rappelle, hein, dans son ouvrage et son excellent ouvrage que je vous conseille, que le modèle des entreprises du numérique et des réseaux sociaux repose sur une exploitation sans précédent, j'insiste, hein, sur sans précédent, de données personnelles, de données économiques, de données à caractère personnel, peu importe. Et donc, ils ne peuvent fonctionner, ils ne peuvent fructifier que grâce à l'exploitation de données. C'est d'ailleurs leur principal objectif, au-delà des allégations vertueuses, hein, des réseaux sociaux. Il s'agit quand même de réaliser leur objectif lucratif, à savoir bah, finalement de rassembler un certain nombre d'utilisateurs et de rassembler suffisamment de données de la part de ces utilisateurs pour que le modèle soit rentable économiquement. Alors, de quelle manière sont utilisées ces données utilisateurs? Alors là, ça relève un peu de choses, on va enfoncer des portes ouvertes, mais c'est ça qui nous permettra peut-être d'aller un peu plus dans la technicité tout à l'heure. Les données personnelles vont être collectées à des fins de monétisation, c'est-à-dire qu'elles vont être transférées à des tierces entités ayant une visée commerciale pour concrètement bah, adresser aux utilisateurs des publicités ciblées, pour mieux connaître certains marchés, pour savoir quels sont les goûts et habitudes des consommateurs. Donc voilà, les réseaux sociaux vont être très très utiles pour ça. Euh, les réseaux sociaux vont également pouvoir être utilisés à des fins de profilage pour déterminer concrètement bah, ce qu'aime un utilisateur, de quelle manière il souhaite se comporter, évoluer, interagir sur une plateforme donnée. Le profilage a évidemment une variété de fonctions, mais c'est sûr que pour l'essentiel, il s'agit de créer ce qu'on appelle de l'engagement ou de l'expérience utilisateur, autrement dit, faire en sorte que l'utilisateur ait envie de passer le plus de temps possible sur la plateforme et qu'on lui serve finalement des contenus ou des activités qui correspondent à ses goûts. Bah, pour le faire, il faut bien évidemment avoir récolté un certain nombre de données personnelles dont la nature peut être très variée, temps de connexion, le temps passé à scroller, le type de contact que l'on a, les causes qui nous intéressent, notre religion, notre genre, etc., etc. Mais une dernière utilisation, alors c'est pas la dernière, je vous fais pas une liste complètement exhaustive, sinon il nous faudrait 4 heures. Une autre utilisation qui commence à devenir assez problématique des données à caractère personnel par les réseaux sociaux. Et ici, je pense à l'exemple très controversé de Elon Musk et de la plateforme X. C'est pour entraîner des outils technologiques, notamment pour entraîner des outils d'IA ou des modèles d'IA. Et ici, je fais référence à l'exemple de Grok, donc, qui est l'outil d'IA qui a été créé par Elon Musk et dont le but est d'être mis en œuvre sur la plateforme X. Depuis qu'il l'a racheté, je rappelle X, en 2022, il a fait de profondes modifications sur la plateforme et il a été démontré que les données personnelles des utilisateurs de X, anciennement Twitter, avait pu être utilisé pour entraîner l'outil, enfin, le modèle d'intelligence artificielle Grok. Donc finalement, la base utilisateur de X servait d'une certaine manière d'expérimentation, de jeu de données pour améliorer l'intelligence artificielle. Donc vous le voyez, on est sur une variété de modèles d'affaires qui, concrètement, nécessitent l'exploitation de données à caractère personnel. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est bien et que c'est ce qu'il faut, mais que du point de vue du modèle économique de ces entreprises, ne pas pouvoir accéder
aux données à caractère personnel, concrètement, revient à mettre la clé sous la porte. Et donc cela s'applique euh, mutatis mutandis à toutes les plateformes du numérique que vous connaissez, et particulièrement aux réseaux sociaux. Je ne mentionne même pas l'exemple du fil d'actualité de TikTok intitulé Pour toi, For You, qui s'adapte quasiment en temps réel aux vidéos que vous visualisez, le temps que vous consacrez aux vidéos, les horaires auxquels vous consacrez, enfin, vous consultez les vidéos, au point que finalement, ils font un profilage quasiment parfait des utilisateurs et utilisatrices, y compris mineurs, ce qui pose problème, comme on pourra peut-être en discuter tout à l'heure. Donc, ça, c'était peut-être un point préalable qu'il me semblait nécessaire d'aborder, à savoir de rappeler que le modèle économique, le modèle d'affaires des réseaux sociaux repose fondamentalement et de façon inéluctable sur le traitement de données à caractère personnel, soit après obtention du consentement explicite des utilisateurs, soit dans des cas problématiques, sans la collecte du consentement euh, éclairé des utilisateurs, notamment à la lumière d'instruments internationaux pertinents sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Continuons sur les problèmes que posent les réseaux sociaux en matière de données personnelles, ce qui permettra ensuite d'aborder le dernier temps de ma présentation, à savoir la question de la réglementation juridique. Euh, La problématique des données à caractère personnel est loin d'être nouvelle et loin d'être inédite dans le domaine des réseaux sociaux. En réalité, dès leur naissance, dès que Facebook a commencé à se développer en 2007 et 2000, enfin 2007, ouais, on va dire, parce que Facebook existait avant, évidemment, depuis 2004-2005, mais il a atteint son économie d'échelle internationale plutôt à partir de 2007. Et donc, dès cette époque, on percevait une certaine velléité de la part des plateformes de réseaux sociaux de redéfinir, on va dire, pour être poli, de redéfinir les standards de la vie privée. Mark Zuckerberg, hein, le fondateur et dirigeant de Facebook, en est un exemple par excellence. Dans plusieurs de ses communications publiques, de ses communiqués de presse, dès la création de Facebook, il laissait entendre que voilà, les utilisateurs n'avaient pas forcément tant de choses à cacher que cela, que compte tenu du fonctionnement de Facebook, cela signifiait que la vie privée était une, une notion qui était tout à fait malléable, et donc il a eu tendance à interpréter de façon extrêmement étrange parfois le comportement de ses utilisateurs. Je vous donnerai pour illustration la controverse liée à l'introduction de ce qu'on appelle le fil d'actualité. Finalement, bah, c'est ce que vous observez aujourd'hui sur Facebook. Lorsque vous vous connectez sur la page d'accueil, vous avez un certain nombre d'informations émanant de vos contacts ou de tiers utilisateurs. Un tel a fait ceci, une telle aime cela, un tel et une telle sont devenus amis, etc., etc. Mariage, divorce, adoption d'un animal domestique et autres. Donc, ça, il faut savoir que ça a été peut-être l'une des premières controverses liées à la protection de la vie privée sur Facebook. Et ça s'est produit déjà, donc finalement, dès 2000, entre 2007 et 2009, parce que c'est une fonctionnalité qui n'existait pas au préalable et qui a suscité une levée de boucliers des premiers utilisateurs de Facebook qui ont menacé de quitter la plateforme en estimant qu'il s'agissait d'une atteinte à leur vie privée, parce que lorsqu'ils avaient créé un compte, ils n'espéraient pas ou ils n'attendaient pas à ce que une sorte de fil agrégateur de contenu fasse apparaître toutes les étapes de leur comportement et de leurs activités sur la page des autres utilisateurs. À l'époque, déjà, Facebook avait finalement fait un certain nombre d'excuses. Mark Zuckerberg a dit, bah voilà, on a bien compris que vous vous menacez de quitter la plateforme, que vous n'êtes pas content, mais cela fait partie de l'évolution inéluctable des réseaux sociaux. Pour l'instant, vous n'acceptez pas cette idée, mais vous allez bien comprendre que finalement, donner accès à une partie de vos activités en ligne, à une partie de vos données, c'est ce qui vous permettra d'avoir une plateforme beaucoup plus interactive, beaucoup plus engageante, beaucoup plus sympathique d'une certaine manière. Et d'ailleurs, il est revenu plusieurs fois là-dessus, lors de communiqués de presse, y compris en 2015, lorsqu'il a rappelé que bah, il avait failli perdre tous ses utilisateurs à la faveur de la création du fil d'actualité et que maintenant tout le monde était content de céder ses données à caractère personnel. Les controverses se sont multipliées au cours des années qui ont suivi. Par exemple, 2009, l'introduction de la fonctionnalité Beacon, B-E-A-C-O-N, qui a une
un objectif assez simple, finalement de tracer les activités des utilisateurs Facebook en dehors de la plateforme et de faire apparaître sur la plateforme toute activité d'achat, de location de contenu et autres. Donc ça, c'était une fonctionnalité qui a été très décriée parce qu'en gros, elle a mis les gens dans une situation extrêmement embarrassante. Ils n'avaient pas réalisé qu'elle était activée par défaut lorsqu'ils allaient sur un certain nombre de sites pour acheter des produits, louer des vidéos et autres. Et c'est avec leur grande horreur que beaucoup d'utilisateurs ont découvert, donc au tout début des années 2010, que lorsqu'ils achetaient, alors ça c'est une anecdote un peu presque mignonne, un homme, je crois, aux États-Unis qui a acheté une bague de fiançailles pour sa future épouse. Et en fait, l'achat de sa bague de fiançailles est apparu sur sa page Facebook en disant un tel vient d'acheter une bague de fiançailles sur un site tiers. Donc il y a eu spoiler sur le fait qu'il allait demander sa fiancée, enfin sa compagne en épousailles. Mais mais de façon plus problématique, les utilisateurs ont constaté que leurs activités en ligne étaient non seulement tracés par Facebook sans qu'ils en aient été notifiés préalablement, mais qu'en plus, ces activités apparaissaient sur le fil de leur contact. Vous pouvez imaginer toutes les controverses, tous les scandales et autres que ça peut susciter lorsque ces pauvres utilisateurs ont réalisé que leur location de vidéos, parfois un peu scabreuse ou scandaleuse, apparaissait en temps réel sur leur fil d'actualité. Facebook, encore une fois, a dû s'excuser. C'était en 2009 en disant, bah voilà, on va mettre un terme à cette fonctionnalité, mais ils avaient trouvé ça normal à l'époque d'exploiter les données d'usage de leurs utilisateurs à cette fin. Venons peut-être sur des cas plus récents et encore plus problématiques. Là, on arrive dans la sphère de la fin des années 2010 et des années 2020. Le recours à des expérimentations de la part des réseaux sociaux, notamment des expérimentations basées sur les émotions de leurs utilisateurs. C'est ce qui a été dénoncé en 2014 dans l'hypothèse où Facebook, encore une fois, mais je vous rassure, il n'y a pas que Facebook, a déterminé s'il était possible d'influencer le comportement de ses abonnés. Et donc en 2014, une étude a été menée par Facebook qui a déterminé que, voilà, en abreuvant ses utilisateurs de contenus positifs, négatifs, tristes, joyeux, on pouvait soit les maintenir plus longtemps sur la plateforme, soit au contraire les dissuader d'interagir, leur donner envie de partir. Et lorsque la société civile, en 2014, a révélé l'existence de cette expérimentation, Facebook a dû s'excuser parce que cela relevait tout simplement de ce qu'on appelle un profilage émotionnel. Facebook utilisait ses utilisateurs pour faire des expériences concrètement à partir de leur comportement. Est-ce qu'ils aiment, est-ce qu'ils n'aiment pas, est-ce qu'ils se déconnectent, est-ce qu'ils reviennent? Et donc, cela signifie que malgré les avertissements, et les controverses suscitées à la fin des années 2010, régulièrement revenaient sur le tapis la possibilité d'analyser le comportement, les émotions, la psyché des utilisateurs. Euh, je rappelle qu'à cette époque-là, la plupart des instruments de protection des données personnelles aux échelles régionales n'étaient pas encore adoptés, mais voilà, c'était déjà problématique du point de vue de la protection des droits fondamentaux. Enfin, je voudrais mentionner deux derniers exemples qui sont beaucoup plus récents et dont vous avez certainement eu des échos compte tenu des séminaires que vous organisez. L'un des exemples les plus médiatisés en 2023-2024, c'est celui de TikTok et notamment du paramétrage algorithmique de TikTok à des fins comment dire, de personnalisation du fil d'actualité for you, donc pour toi. Il a été démontré, notamment par un rapport d'Amnesty International datant de 2023, que ce modèle de curation des contenus, donc la manière dont ces contenus apparaissent en ligne, était attentatoire à la vie privée et à la liberté de pensée des utilisateurs, donc en contrariété avec les droits de l'homme. Donc Amnesty International, qui, je le rappelle, a aussi une activité en matière technologique, a considéré que la manière dont ce fil fonctionnait constituer une atteinte à la vie privée parce qu'il s'agit d'un profilage qui est extrêmement intrusif et qui est destiné vraiment à garder l'utilisateur le plus longtemps possible. Et le dernier exemple que je voulais mentionner en 2024, c'est le système de consentir ou payer dont je pense beaucoup d'utilisateurs ont été les victimes il y a quelques mois. Je rappelle, hein, pour les personnes qui ne sauraient pas de quoi il retourne, euh, un matin, lorsque les utilisateurs ont ouvert leur application Instagram ou Facebook, il leur a été demandé de choisir entre différentes options compte tenu de nouvelles règles en œuvre en droit européen notamment, à savoir soit accepter de payer un abonnement
et ne plus subir de profilage intrusif et de publicité ciblée. Donc là, l'idée, c'était de dire, si vous payez, nous respecterons vos données à caractère personnel pour ne pas être sanctionnés par les autorités européennes, parce que c'est surtout les autorités européennes, vous l'avez compris, qui posent des problèmes. L'autre option, c'était de garder une utilisation gratuite, mais d'accepter explicitement le recours à une publicité ciblée, personnalisée. Et la troisième option, c'était d'aller se faire cuire un œuf, littéralement, de quitter la plateforme. Voilà. Et donc, si vous n'acceptez aucune des deux premières options, bah, vous pouvez nous quitter. Ah, donc, tout ceci se produit au début de l'année 2024. Je rappelle que ça a suscité plusieurs centaines d'articles de presse à l'échelle internationale. Les utilisateurs, pendant quelques jours, ne savaient pas trop quoi faire en se disant, mais je ne vais pas quitter le réseau social. Pour beaucoup, c'est un enjeu de lien social, parfois même de revenus économiques, notamment pour les influenceurs. Et il s'avère, alors, j'attends encore des données de la Commission européenne. Apparemment, la Commission européenne a des données chiffrées qu'ils vont publier dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais il semblerait que l'écrasante majorité des utilisateurs ait décidé, bah, vous l'imaginez, j'ai presque envie de faire un sondage, de refuser de payer et donc d'accepter le recours à des publicités plus intrusives à leur égard, donc basées sur une plus forte personnalisation à la faveur d'un consentement explicite au traitement de leurs données. Évidemment, les autorités européennes n'allaient pas laisser faire cela, considérant qu'il s'agissait d'une violation potentiellement des instruments pertinents de protection des droits des utilisateurs, notamment le Digital Services Act, le règlement sur les services numériques, mais aussi du règlement général sur la protection des données. Et à ce titre, ce qui est intéressant, c'est que dans un avis qui a été émis en août 2024, le Comité européen de la protection des données, donc ce comité, il est chargé de procéder à une interprétation harmonisée des instruments européens en la matière. Il a considéré que la mesure consentir ou payer, pay or consent, comme on l'a appelé en anglais, euh, n'était pas licite, était illégitime, en ce sens qu'elle n'offrait pas une véritable alternative aux utilisateurs. Les utilisateurs avaient le choix entre concrètement payer pour être protégés, pour voir leur vie privée protégée, ou accepter de non seulement que leur vie privée soit compromise, mais qu'en plus que la plateforme soit encore plus intrusive qu'elle ne l'était avant. Ce qui allait littéralement à l'encontre de tous les préceptes des instruments européens qui avaient été adoptés depuis 2016 pour protéger les utilisateurs et pour protéger leur vie privée. L'affaire est encore un peu chaude, on va dire. C'est-à-dire que Facebook, Meta a dit qu'à cela ne tienne, on va prendre les mesures nécessaires pour s'adapter, etc., etc. Ils ont changé leurs options en disant, bah, vous pouvez désormais renoncer à payer et ne pas être profilé, mais les autorités européennes ne sont pas complètement satisfaites parce que Facebook essaie quand même de faire payer encore les utilisateurs pour qu'ils bénéficient d'une protection de leur vie privée. Donc, tout ce que ceci révèle, c'est que globalement, euh, les réseaux sociaux ont besoin des données à caractère personnel pour pouvoir fonctionner, ont besoin des données à caractère personnel pour permettre à leur système, à leur modèle d'affaires d'être pérenne. Un réseau social qui n'accède plus à données personnelles de ses utilisateurs et qui souhaite garder une masse d'utilisateurs de l'ordre de plusieurs centaines de millions a du mal à fonctionner. Mais cela montre aussi que les réseaux sociaux manquent de transparence dans la manière dont ils définissent les dispositifs, les mesures, les mécanismes qui sont destinés à protéger les données à caractère personnel. En matière de vie privée, et là concrètement, ce que l'on peut voir, c'est que à plusieurs reprises, depuis leur naissance, après s'être excusés pour des mesures qui étaient considérées comme illicites ou disproportionnées en matière de traitement de données à caractère personnel, bah, systématiquement, on voit réapparaître des mécanismes, des offres, des promotions qui reposent sur l'exploitation de données à caractère personnel. Et donc ça, je pense que ça va susciter une question intéressante, c'est savoir est-ce que l'on peut imaginer un réseau social vertueux qui puisse fonctionner efficacement sans que notre consentement ne soit compromis en la matière. Euh, Juste avant d'aborder le dernier pan en quelques minutes de ma présentation, je voudrais rappeler un point important. La protection de données personnelles n'est pas simplement un enjeu de protection de la vie privée. Elle peut également être un enjeu de protection de l'intégrité des processus démocratiques. Ici, je vais prendre un exemple qui est très célèbre dans le domaine de l'étude des activités numériques, c'est l'affaire Cambridge Analytica.
Cambridge Analytica, c'est l'exemple par excellence de ce qui peut se passer lorsque les données de 87 millions d'utilisateurs, en l'occurrence, sont utilisées à des fins d'influence du cours d'une élection. Alors, parce que tout le monde n'est peut-être pas familier de cette affaire, je la rappelle très brièvement et je pourrais revenir si vous avez des questions additionnelles. Cambridge Analytica, c'était le nom d'une entreprise britannico-canadienne qui offrait des services de profilage électoral à différentes équipes de campagne à travers le monde. Et en l'occurrence, cette équipe a fourni ses services à deux équipes de campagne non négligeables. La première, c'est l'équipe de campagne de Donald Trump dans le contexte de la campagne préalable à l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. La deuxième, c'était la campagne visant à réaliser le Brexit dans le cadre du Royaume-Uni, donc le fait pour le Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Et donc l'équipe de campagne qui était favorable au leave, donc à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a sollicité les services de Cambridge Analytica. Pourquoi ils avaient besoin des services de Cambridge Analytica? Pour accéder aux données d'utilisateurs susceptibles de participer au scrutin. Et ce qui les intéressait, ce n'était pas forcément de savoir quelles étaient les personnes qui étaient favorables à leur cause ou au contraire opposées à leur cause, c'était plutôt d'identifier les indécis. Alors, ce qu'on appelle les indécis, ce sont les personnes qui, en gros, au moment d'un vote, n'ont pas d'opinion tranchée. Alors, ils ne sont pas historiquement républicains, ils ne sont pas historiquement démocrates ou autres. Et donc, ce sont des personnes qui hésitent et dont on sait qu'on peut encore les influencer. Et ce qu'avait mis en place Cambridge Analytica, c'était un système de collecte de données à caractère personnel d'utilisateurs, donc sur un marché donné, Royaume-Uni, États-Unis et autres, qu'ils collectaient non pas de façon légitime en leur proposant un sondage, mais qu'ils collectaient de façon tout à fait insidieuse en recourant à des mini-jeux de type voilà, questionnaire, jeu d'agilité ou autre. Et en fait, à la faveur de l'inscription des utilisateurs Facebook sur ces jeux, les utilisateurs n'avaient pas conscience qu'ils cédaient non seulement l'accès à un certain nombre de données à caractère personnel, notamment les opinions politiques, mais aussi potentiellement celles de leurs contacts. Et il faut imaginer ce qui se passe lorsque les données personnelles de 87 millions d'utilisateurs de Facebook sont utilisées pour identifier des personnes dites indécises afin ensuite de leur envoyer des contenus ciblés. Donc on met ces données au service donc, de l'équipe de Donald Trump ou en faveur du Brexit pour qu'ils puissent identifier leurs cibles et ensuite leur envoyer des contenus ciblés destinés à les influencer pour qu'ils votent en leur faveur. Ça, évidemment, ça a été l'un des plus gros scandales ayant affecté le fonctionnement de Facebook. En 2018, hein, il y a eu plusieurs commissions d'enquête, des sanctions colossales, notamment aux États-Unis, où Facebook a été condamné au titre de l'atteinte à la protection de la vie privée. C'est l'une des raisons aussi qui explique de nombreuses initiatives prises par Facebook dans la foulée pour s'autoréguler, entre guillemets, notamment la création de son conseil de surveillance, le changement de son nom, le recrutement de modérateurs et un plus grand contrôle, on imagine, sur la protection de données à caractère personnel. Mais ça, c'est vraiment important, il me semblait qu'il fallait le rappeler. Une donnée à caractère personnel ne protège pas que son titulaire, elle protège ce qu'on appelle son graphe social, en gros l'ensemble de ses contacts, de ses amis, de ses proches. Et lorsqu'une donnée à caractère personnel est exploitée à grande échelle, elle peut potentiellement aboutir à la perturbation des processus démocratiques, y compris d'une élection. Si on sait ce que vous pensez politiquement, on peut très bien essayer de vous influencer pour vous amener à voter autrement. Donc ça, il faut bien sortir de cette approche strictement individuelle de la protection des données à caractère personnel. Alors, une fois que tout cela est dit, quels sont les différents mécanismes, quels sont les différents procédés qui sont envisagés pour mieux protéger les données à caractère personnel des utilisateurs, hein. Ce sera le dernier pan de ma présentation et je le dirai brièvement en 2-3 minutes, hein, pour qu'on ait le temps de discuter ensemble. La première hypothèse, c'est évidemment celle de la réglementation, de la régulation, qu'elle se fasse à l'échelle nationale ou internationale, ça peut même être régional potentiellement. Je pense que vous le savez aussi bien que moi, il existe désormais plus d'une centaine de législations de protection des données à caractère personnel à travers le monde.
incluant des dispositions élaborées dans le cadre de l'Union européenne et d'autres organisations régionales, hein. L'Union africaine, CEDEAO, ont développé pas mal d'initiatives en la matière pour créer un cadre de protection de la vie privée. L'idée, c'est de rappeler que non seulement la vie privée doit être protégée hors ligne comme en ligne, mais qu'en plus, elle est considérée comme un droit fondamental. Donc, il s'agit en l'occurrence de consacrer le droit fondamental à la protection de la vie privée, incluant la protection de données à caractère personnel, donc finalement fondamentaliser d'une certaine manière la protection de la vie privée et donc la protection des données à caractère personnel. Encore une fois, ça implique que existe une telle législation, une telle réglementation. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, c'est le cas dans la majorité, mais ce n'est pas le cas. Donc ces réglementations peuvent être rendues opposables aux entreprises du numérique pour éventuellement les sanctionner. Il s'agit également de créer une variété d'autorités de régulation, d'autorités de protection de données à caractère personnel qui vont superviser quasiment au quotidien l'activité des réseaux sociaux, qui vont recevoir les plaintes d'un certain nombre d'utilisateurs et qui vont éventuellement pouvoir opposer un certain nombre d'instruments aux entreprises, ce qui peut aboutir soit dans le meilleur des cas à des avertissements et dans d'autres cas à des sanctions pécuniaires, financières. Alors chez nous, il s'agirait du cas de la CNIL, hein, Commission nationale informatique et liberté, et je crois que des cadres similaires, ou en tout cas assez proches, existent et se développent au Sénégal depuis plusieurs années. Euh, une autre option, c'est celle de l'autorégulation, à savoir que les plateformes prennent conscience des dérives dont elles sont les victimes en matière de données à caractère personnel et vont prendre elles-mêmes des mesures visant à s'auto-contraindre, à s'auto-sanctionner, à se mettre en conformité. Ça passe essentiellement par l'adoption de conditions générales d'utilisation, de standards qui vont définir le type de données que la plateforme s'autorise à traiter et le type de données qu'elle s'interdit de traiter. Donc là, évidemment, il appartient aux utilisateurs de prendre connaissance de ces standards et de les actionner, si nécessaire, contre la plateforme en disant, vous vous êtes interdit de traiter ce type de standard, et donc je vous interpelle. Et l'étape suivante, ce sera évidemment de saisir une autorité de régulation ou un juge judiciaire dans le système pertinent. Et la dernière option, j'ai envie de dire, c'est celle de la protection par les utilisateurs eux-mêmes, à savoir, concrètement, les utilisateurs sont confrontés à un certain nombre d'options, soit continuer d'utiliser les réseaux sociaux, mais en exigeant qu'un certain nombre de standards soient appliqués, soit éventuellement menacés de quitter les réseaux sociaux parce qu'ils estiment que leur vie privée n'est pas suffisamment protégée, étant entendu que, comme vous le savez peut-être, et là je pense au cas des influenceurs, les utilisateurs sont extrêmement prompts à compromettre eux-mêmes leur vie privée par le partage de moments d'intimité, de photos de proches, de recours à la géolocalisation, d'une manière qui peut être exploitée à la fois par la plateforme elle-même, mais aussi par des tiers mal intentionnés. Et ça, il faut bien l'avoir à l'esprit. La plateforme n'est pas la seule entité qui peut mal exploiter les données personnelles. Ça peut aussi être le fait de tiers, d'utilisateurs mal intentionnés qui vont pouvoir représenter une menace pour la vie de l'utilisateur, pour sa sécurité, pour celle de ses proches, parce qu'il sait dans quelle école sont scolarisés les enfants, parce qu'il sait quelles sont les habitudes du quotidien, etc., etc. Donc, véritablement, hein, un triangle hein, de les réseaux sociaux, les autorités publiques et les utilisateurs eux-mêmes pour définir un cadre de protection de la vie privée des données à caractère personnel. Une dernière phrase, si vous m'y autorisez, j'en aurai ensuite fini avec ma présentation. Euh, il faut peut-être garder à l'esprit que l'enjeu de protection de la vie privée est susceptible d'être instrumentalisé par des autorités peu respectueuses des droits fondamentaux, notamment pour justifier des mesures de restriction. Ici, je prends simplement un ou deux exemples. Dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis actuellement, dans le cadre de TikTok, pour justifier l'interdiction du recours à certains réseaux sociaux, est invoquée l'idée selon laquelle un réseau social représenterait une menace pour les données personnelles des utilisateurs, pour leur vie privée, pour leur liberté d'expression, etc., etc. Ce qui justifierait, hein, c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis, le risque d'une interdiction totale du réseau social sur le territoire américain. L'enjeu, c'est que parfois, et ce sera le mot de la fin, parfois, en invoquant la protection de la vie privée, de l'ordre public, des enjeux de sécurité nationale, apparaît le risque que d'autres droits soient compromis,
notamment la liberté d'expression. Et il faut donc faire attention que la vie privée soit véritablement un enjeu de protection des droits fondamentaux pour les utilisateurs sur les réseaux sociaux et pas un instrument ou un prétexte au service des autorités pour restreindre des utilisations qui seraient tout à fait licites et légitimes des réseaux sociaux sur leur territoire, notamment dans un contexte démocratique. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vois que voilà, j'approche de mes 45 minutes, hein, mais on a commencé avec 3 minutes de décalage, donc je considère que je n'ai pas On n'a pas senti abusé de le mon temps temps. couler, hein. C'était très Voilà, passionnant. donc voilà, je suis ouvert maintenant à D'accord. la discussion. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, professeur. Vraiment un grand merci pour votre belle présentation et la pertinence de vos arguments. Voilà, je vais commencer par vous féliciter hein, pour l'ouvrage qui a été publié avec le prof Emmanuel Netter. Vraiment, c'est un excellent ouvrage que je recommande à tout le monde. Vous êtes largement revenu sur la définition d'un réseau social, sur le modèle économique mise en œuvre, bien mise en place par les réseaux sociaux. Vous êtes revenu bien sûr sur les cas d'utilisation des données personnelles par les réseaux sociaux, l'économie de l'attention avec la professeure Susanna Zuboff de Harvard University. Vous êtes revenu également sur les stratégies mises en place ou bien mises en œuvre par les réseaux sociaux pour détourner ou bien pour canaliser notre attention. Et enfin, vous êtes revenu sur les mécanismes de protection de données personnelles mis en place. Vraiment, un grand merci pour tout ça, prof. Très belle présentation. Voilà, nous allons directement enchaîner avec la deuxième partie relative à la discussion. Donc, je m'en vais rapidement vous poser quelques questions avant de laisser la parole aux autres. Donc, vous avez le choix. Soit vous écrivez directement dans le chat, soit vous levez la main pour prendre la parole. Voilà. Donc, pour la première question, donc, en tant qu'internationaliste, hein, quel statut peut-on attribuer aux réseaux sociaux? Sont-ils de simples outils de communication ou bien des néo-États, comme aiment les appeler certains? La question mérite d'être posée, d'autant plus que certaines plateformes, je parle naturellement de Facebook, adoptent une posture quasi régalienne, s'octroyant parfois le droit de créer des organes tels que des cours suprêmes. Je parle de la Cour suprême de Facebook. Ça, c'était la première question. La deuxième question, c'est par rapport au DSA. Quelle articulation peut-on faire entre le RGPD et le DSA en matière de protection des données à caractère personnel? Bon, j'ai une question qui concerne le Sénégal, notre cher pays, hein. Voilà, donc le président de la République, l'ancien président de la République, Macky Sall, et même notre actuel Premier ministre ont eu à affirmer qu'ils voulaient mettre en place comment dire, une stratégie pour bien des instruments pour réguler les réseaux sociaux au Sénégal. Ma question est de savoir, est-il judicieux d'agir de manière isolée pour répondre à la problématique de la régulation des réseaux sociaux? Ne serait-il pas préférable de réfléchir sur une approche à l'échelle africaine et de travailler sur une réponse globale africaine, comme cela a été le cas avec le DSA? Donc voilà mes trois premières questions. Je vous laisse répondre rapidement et voilà. Merci, prof. Merci beaucoup. Alors, j'ai noté les questions pour pas oublier. Tout d'abord, sur la question du statut des réseaux sociaux, hein, c'est un peu d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ce livre a été écrit. Euh, Je pense que tout le monde a entendu ad nauseam ce discours comparant les entreprises de réseaux sociaux à des utilisateurs. Même Mark Zuckerberg lui-même, en 2017, presque un but de lui-même, disait, ben voilà, finalement, si on devait trouver une analogie à faire avec les réseaux sociaux, on pourrait dire qu'on ressemble à une église, à une religion, parce que nous rassemblons des utilisateurs à travers le monde entier qui vivent sur des territoires différents. Bon, évidemment, ouais, j'ose pas imaginer la construction d'églises, de mosquées ou autres Facebook à travers le monde. Et je ne suis pas non plus favorable, en tant que juriste, à l'analogie à l'État. Les réseaux sociaux qui nous intéressent sont des entreprises à but lucratif, des entreprises commerciales qui présentent la caractéristique d'avoir un caractère multinational. Ce sont des multinationales du numérique. Il est vrai qu'elles rassemblent un volume considérable d'utilisateurs, sans précédent.
Je pense qu'il n'y a aucune, j'ai réfléchi, hein, il n'y a pas d'entreprise dans l'histoire qui pouvait se targuer de rassembler des milliards d'utilisateurs dans plus d'une centaine de pays, des utilisateurs qui ne se connaissent pas et qui n'ont jamais interagi avec eux, qui ont des revenus, des conditions de vie extrêmement différentes, mais elles restent des entreprises multinationales. Et tous les éléments que vous avez mentionnés, alors le fait qu'ils ont tenté de créer leur propre monnaie, le cryptoactif à un moment donné, ça, avec voilà, une frilosité très claire hein, des États de l'OCDE qu'ils aient créé, le Conseil de surveillance et autres. C'est ce qu'on appelle un peu, plusieurs chercheurs ont parlé de legal washing, donc vraiment une espèce de tentative d'institutionnaliser le fonctionnement des réseaux sociaux. Mais ce n'est que ce ne sont que des éléments de langage, c'est de la terminologie. C'est pas parce que vous créez un département gouvernance, droits de l'homme ou autre que vous transformez en État. Sinon, n'importe quelle entreprise, comme Nestlé, Danone BP ou autre, pourrait se transformer en quasi-État. Donc voilà pour ma réponse sur de ce point de vue-là. Ensuite, en ce qui concerne le règlement sur les services numériques, le DSA et le RGPD, ils ont vocation à s'articuler et à être appliqués de façon complémentaire. En effet, le RGPD est un instrument qui protège spécifiquement la vie privée des utilisateurs en ligne en Europe depuis son entrée en application en 2018. Et le DSA est plutôt un instrument qui va mettre en place des mécanismes de responsabilisation des plateformes notamment en termes de modération des contenus. Et ce que disent les nombreux considérants de ce règlement, c'est que le DSA doit être interprété et appliqué en conformité avec les autres instruments européens pertinents, notamment en matière de droits fondamentaux et en matière de vie privée. Donc ça veut dire que, par exemple, article 14 du DSA sur les conditions générales d'utilisation, les plateformes ne peuvent pas définir des conditions générales d'utilisation qui seraient contraires aux droits fondamentaux et qui pourraient, par exemple, autoriser des restrictions disproportionnées à la liberté d'expression ou à la vie privée. Donc, c'est vrai, véritablement, il faut imaginer ces instruments comme étant complémentaires. Et d'ailleurs, dans les États européens, les autorités qui sont chargées de mettre en œuvre le DSA agissent en coordination avec les autorités chargées de protéger les données personnelles. Donc en France, la CNIL et l'ARCOM travaillent quasi main dans la main sur des missions proches. Enfin, une question moi, qui m'intéresse beaucoup, je suis content que vous l'ayez abordée, c'est la question de la régulation des réseaux sociaux à l'échelle nationale. C'est un problème auquel on a été confronté en France aussi, hein. Ça a suscité la panique ou l'effroi des juristes académiques, à savoir la multiplication de législations extrêmement spécialisées visant à encadrer les réseaux sociaux spécifiquement. Euh, L'approche est peut-être vertueuse, mais elle présente deux risques. D'une part, cela présente évidemment le risque de distorsion dans l'application des règles aux réseaux sociaux à l'échelle régionale, à l'échelle de l'Union européenne. Et donc évidemment, la question qui se pose sur le continent africain et à l'échelle des organisations sous-continentales, c'est celle de savoir est-ce qu'il ne faut pas plutôt opter pour une approche, alors pas forcément harmonisée, mais à minima coordonnée pour que, à l'échelle de plusieurs États, les réseaux sociaux se retrouvent confrontés aux mêmes disciplines, aux mêmes règles. Étant entendu que les réseaux sociaux ont un comportement ou des activités qui transcendent les frontières, est-ce qu'il est vraiment efficace et opportun que chaque État adopte des législations ultra spécialisées qui vont créer finalement des distorsions alors que les réseaux sociaux sont des mastodontes économiques, bah, l'action coordonnée des États peut être tout à fait légitime. L'autre risque, c'est le risque tout simplement de contradiction à l'échelle du droit positif national. Ce ce que moi j'ai pu observer comme de très nombreux chercheurs dans mon domaine, c'est que la plupart des dispositifs juridiques élaborés avant l'apparition d'Internet ont vocation à s'appliquer en ligne, en matière de liberté d'expression, en matière de protection de la vie privée, etc., etc. Donc avant d'adopter une législation spécifique aux réseaux sociaux, il faut se poser la question de savoir s'il n'existe pas déjà dans le droit positif des règles, des dispositifs qui pourraient être interprétés par les juges comme applicables à la sphère numérique. En France, c'est la loi sur la liberté de presse, hein, qui date pourtant de 1800, des années 1880, et qui est aujourd'hui toujours appliquée aux réseaux sociaux, alors que, évidemment, les rédacteurs de cette législation avaient aucune idée qu'un jour,
leur texte s'appliquerait en ligne. Donc ça, je pense que le risque de l'ultra adaptation du droit aux réseaux sociaux présente un risque de contradiction normative et puis surtout un risque de problème d'application, de problème de périmètre lorsque les réseaux sociaux vont inéluctablement évoluer, notamment à la faveur de l'impulsion de l'IA qui les fait sortir un peu des catégories de certains instruments. Merci beaucoup, professeur. Je pense que c'est la réponse qui a été donnée par certaines organisations de la société civile sénégalaise sur ce projet-là de mettre en place un instrument spécial pour réguler les réseaux sociaux. Donc, certaines organisations de la société civile ont soutenu que l'arsenal juridique, en fait, le dispositif juridique pour réguler la protection, bien pour prendre en compte tout ce qui est données personnelles, protection des données personnelles dans les réseaux sociaux est existant au Sénégal depuis 2008 avec la loi de 2008 sur la protection des données et la loi sur la société de l'information. Voilà, donc nous allons enchaîner avec les autres questions. Nous avons une question de notre cher collègue Younous. Donc, il aimerait savoir, est-ce que réellement les suppressions que nous faisons sur les réseaux sociaux sont vraiment en fait effectives? Est-ce, est-ce que les données, est-ce que nos suppressions, est-ce que les données qu'on supprime sur les réseaux sont effacées des serveurs, en fait, des bases de données? Alors, ça va dépendre des plateformes concernées et ça va dépendre de ce que vous appelez la suppression. Par exemple, désactiver un compte de réseau social ne revient pas à demander la suppression des contenus. Je prends l'exemple le plus connu, c'est celui de Facebook, hein. Il y a pas mal de gens qui ont quitté Facebook et en fait, vous avez deux possibilités quand vous quittez Facebook. Vous pouvez tout d'abord tout simplement dire, moi, je veux euh, désactiver mon compte. Ça, c'est la désactivation. Donc, en gros, le compte reste inaccessible, vous pouvez plus l'utiliser ou autre, mais les données restent sur les serveurs de Facebook. Et d'ailleurs, vous pouvez revenir quand vous le souhaitez et retrouver tout à l'identique parce que Facebook, vous voulez protéger vos intérêts. Et d'une certaine manière, vous dit, on a tout gardé parce que on pensait que vous reviendriez. Donc ça, c'est la désactivation. C'est pas une suppression. Ouais. Ensuite, vous pouvez faire une demande aux réseaux sociaux. Alors, en tout cas, c'est le cas dans le contexte du RGPD. Vous pouvez faire une demande de suppression de tous les contenus relatifs à votre activité en ligne. Donc, finalement, c'est le droit d'accès aux données hein, qui a été étendu pour impliquer le droit de modifier les données, de demander quel Suppression. contenu. Voilà. Et en principe, si vous demandez la suppression des données à un réseau social qui se conforme aux instruments pertinents, le réseau social n'a pas d'autre choix que de supprimer les données qui sont considérées comme personnelles. Donc, qui permettent votre identification, qui se rapportent à vous, à vos activités, à vos préférences et autres. Ça ne veut pas dire que tout va être supprimé, mais qu'en tout cas, tout ce qui pourrait apparaître problématique ou illicite du point de vue des standards de protection des données devra être supprimé. Et d'ailleurs, vous pouvez même faire une demande ultérieurement à réseau social pour dire, bah voilà, je voudrais m'assurer que vous ne disposez pas de données me concernant. Mais voilà, on ne peut pas garantir que une entreprise multinationale dont le siège est établi aux États-Unis a supprimé toutes les facettes de votre activité. Il y a peut-être un 1 ou 2%, tout ce qui va relever des métadonnées ou autres données qui ne vous identifient pas spécifiquement, qui pourraient être utilisées pour dire, bah voilà, nous, on n'a plus rien sur vous, mais on est en mesure de vous dire que concrètement, vous faites partie de la catégorie des utilisateurs qui passent à peu près 7 heures par jour sur le réseau social. On ne peut pas vous identifier, ça ne se rapporte pas à vous, mais ça, on l'a gardé pour nos statistiques. Voilà. D'accord, merci beaucoup, professeur. On a une autre question, donc la question de Monsieur Lo. Donc, il demande à savoir qu'est-ce qui justifie la différence de réglementation des réseaux sociaux dans les pays européens et nos États en Afrique, le Sénégal en particulier. Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas forcément le mieux indiqué pour y répondre, mais je peux vous indiquer ce qui a amené les États européens à accélérer l'effort de réglementation en la matière. Euh, c'est principalement un certain nombre de scandales liés notamment aux révélations d'Edward Snowden en 2013-2014 sur le Mhm. programme de surveillance des communications internationales par la NSA américaine. Euh, un scandale qui a suscité une véritable levée de bouclier, une véritable préoccupation de la part des autorités européennes, qui ont réalisé en fait que les chefs d'État, enfin, que même les chefs d'État étaient observés, scrutés dans leurs activités par le renseignement américain. Et donc, c'est un peu cet événement-là
associée à une succession de fuites, compromissions de données à caractère personnel, qui a créé un effort concerté pour créer un cadre européen de protection en la matière, suivi par d'instruments plus spécifiques liés à la protection du discours en ligne, la liberté d'expression, la lutte contre les contenus terroristes et autres. Après, peut-être une précision à apporter, la plupart des pays européens disposaient, alors pour certains depuis les années 70, pour d'autres depuis les années 90, disposaient déjà de législation de protection des données à caractère personnel. En France, la loi Ouais, informatique et liberté, c'est 78. Les ouais. pays scandinaves, les pays du nord de l'Europe avaient déjà dans les années 60-70 des textes qui protégeaient les données à caractère personnel. Donc, en fait, ça fait le lien avec votre question de tout à l'heure. Quand plusieurs États se réalisent qu'ils ont au sein d'une même région les mêmes préoccupations de protection de la vie privée, et ils peuvent avoir tout à fait intérêt à ce que ces législations finissent par converger en un instrument européen avec un fonds commun qui pourrait être mis en œuvre. D'accord. Merci beaucoup, hein. Avant de donner la parole à professeur Mampendaba, directrice du laboratoire, je m'en vais rapidement ajouter un commentaire par rapport à ça. Donc, en Afrique, on a mis en place depuis 2014 une convention sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, convention de Malabo. Donc, Mm, depuis 2014, la convention est entrée en vigueur le 9 septembre 2023. Donc, elle a été ratifiée par 15 pays sur 54. mm. Donc, cela montre un peu le problème en Afrique. Professeur Ba, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Abdoulaye. Chers collègues et presque compatriotes, très compatriotes même. On est vraiment merci, merci Merci infiniment. à vous, merci à vous. Merci. Et Abdoulaye l'a dit, mais c'est pour au nom de tout le labo. Et félicitations pour vraiment votre très bel ouvrage. D'ailleurs, je compte exiger d'Abdoulaye qu'il en fasse une revue critique parce que nous avons aussi une revue et c'est un exercice vraiment très, très important pour eux de lire des choses récentes qui font débat voilà. Et c'est vraiment, c'est un ouvrage absolument utile pour nous. On a sauté dessus et vraiment merci pour la disponibilité. Avec plaisir. Je vais, oui, super. Je voudrais juste euh, parler très rapidement de deux questions qui me semblent très importantes en rapport avec le continent, un peu moins d'ailleurs le Sénégal, surtout le continent. Et je partirai, moi, des caractéristiques de sa démographie. Donc, évidemment, une population extraordinairement jeune, mais en rapport avec aussi une grande illittératie numérique. Mm, Je reviens au Sénégal. Nous avons une proportion extraordinaire de jeunes, par jeunes, je pense vraiment mineurs, pas seulement scolarisés et en dehors du système scolaire, qui ont tous accès et qui sont dans ces réseaux sociaux-là. Et si vous voyez le nombre d'occurrences de questions sur est-ce que mes données ont vraiment disparu, est-ce que vous pouvez voir en fait le genre de crainte que les gens ont d'avoir été peut-être sur ces réseaux-là à un moment où ils étaient jeunes, d'avoir cru à un vrai espace, à un safe space en fait, alors que ce ne sont mm, pas du tout des safe space. Et de s'être libéré, d'avoir été là, et puis derrière de se rendre compte en fait. Et moi, ma question, c'est ça. Comment est-ce que, puisque de toutes les façons, il ne s'agit pas de retourner en arrière, vous avez très bien montré que les taux de refus et de désabonnement sont globalement bas, les gens sont, et grâce aux neurosciences, ils ont et des sciences comportementales, ils savent comment retenir des gens, littéralement les rendre addicts à cela. Et c'est scroller est devenu, voilà, vous savez, maintenant les bébés, c'est comme téter le sein de leur mère. C'est un acte originel maintenant. Avec la naissance vient le scroll et scrolling, etc. Et moi, c'est ça en fait. Comment est-ce que nos systèmes éducatifs africains, ici spécifiquement sénégalais, on intègre cette donnée? Et je pense que le travail de prévention et toutes ces questions-là, la question du droit à l'oubli, la question du consentement, le temps, quelle que soit l'urgence de la chose, de prendre le temps de lire et d'accepter ou de ne pas accepter et de comprendre de toutes les façons, toute la machinerie. Et j'ai beaucoup aimé quand vous avez expliqué en fait que non, c'est pas du tout une église, non, c'est pas une ONG, non, c'est pas une œuvre caritative,
c'est pas des gens qui essaient de rassembler, c'est une entreprise hautement et purement capitalistique. C'est d'abord tout ceci est organisé parce que nous avons des bénéfices qui sont extraordinaires et que d'ailleurs dans l'histoire même du capitalisme, on n'a jamais eu des accumulations aussi importantes. Et donc pour moi, ce serait ça. L'urgence de la réaction passe notamment pour moi par cette littératie numérique, par cette accessibilité du droit. Et ça commence par les systèmes éducatifs classiques ou pas d'ailleurs. Ensuite, ma deuxième question à moi, c'est comment est-ce qu'il se fait que finalement, très peu de gens résistent à cet attrait? Pourquoi est-ce que nous y allons? Pourquoi est-ce que nous restons alors que nous savons ce que nous savons? Nous savons que ça déstabilise des régimes démocratiques. Les gens le savent, ils sont au courant de Cambridge Analytica. Les gens savent que nos données sont utilisées. Et pourtant, non seulement nous y allons, mais nous donnons, vous l'avez très bien dit, c'est nous-mêmes en fait qui affichons les photos de nos bébés, de nos maris, quand on fait au Sénégal, vous voyez des gens faire des courses dans Auchan et puis ils sont en train de se prendre en photo sur Instagram. C'est-à-dire que euh, et moi, ma question, c'est ça. Est-ce que les mêmes neurosciences qu'ils utilisent et qui permettent de prédire nos comportements et qui font qu'effectivement le profilage est parfait, quelles sont les ressources chez les êtres humains, les ressources de résistance cette fois-ci? Moi, j'aimerais presque utiliser les mêmes recettes qu'ils utilisent, mais pour protéger les gens. À quel moment est-ce que les gens sont capables de réagir, de donner des limites, voilà, de savoir ce qu'il faut partager ou pas, etc. Et moi, je pense que ce qu'il faudrait, c'est à l'échelle mondiale cette fois-ci, une forme de capacité à résister à tout ceci. Et donc, euh, il y a eu cet usage pour moi, encore une fois, des neurosciences pour nous capturer, pour nous captiver dans ces espaces. Mais bon, l'être humain étant cette chose fascinante aussi qui est surprenante, on est aussi capable, je pense, de résister. Donc moi, ce serait, est-ce que dans vos lectures et dans vos recherches, vous êtes tombé euh, sur, euh, sur des choses de ce genre-là pour nous aider à... Et je le dis d'autant plus que le vrai champ de bataille de la politique au Sénégal, mais c'est pas qu'au Sénégal. On a vu un immense pays et qui avait une histoire glorieuse comme les États-Unis, et maintenant c'est un monde qui s'est divisé. On a deux mondes, c'est deux États-Unis qui ne se parlent pas, qui sont prêts peut-être éventuellement demain à se battre, on l'a vu. Et les réseaux sociaux ont joué un rôle essentiel dans cela. Au Sénégal, la polarisation politique, si vous voulez voir un champ de bataille, mais vraiment de bataille extraordinairement violent, il faut être sur les réseaux sociaux. Il faut voir les gens, les usages que les gens font de TikTok, de YouTube, des groupes WhatsApp et tout ça. Et d'ailleurs, c'est là où, d'ailleurs, on vient, à force d'insultes, c'est là où on va aussi les chercher, etc. Donc ma question, c'est vraiment ça. Alors que le danger et les risques sont aussi importants, il est pour moi pas question d'éliminer, c'est même pas possible. Mais comment est-ce qu'on augmente la puissance de résistance des individus? Comment est-ce qu'on dope leur capacité, leur esprit critique? euh, Parce que ce qui est en danger, et vous l'avez vraiment très bien dit, les données personnelles, bah, un autre mot pour système démocratique robuste, en fait. Si on perd ça, par un autre bout, on arrive à effilocher, au fond, le tissu démocratique. Donc, je sais que ça va un peu beaucoup dans tous les sens, sachant que moi, je fais partie des rares personnes qui ont résisté, et j'en suis très fière à à tout cela. Ils sont désespérés de ne pas pouvoir me mettre sur LinkedIn, YouTube et tout. Enfin, je ne connais même pas les noms. Facebook et tout ça. Et pourtant, je suis en train de discuter. Je suis dans le monde moderne. Euh, donc voilà, en gros. Désolée d'avoir été très longue, mais vraiment, merci infiniment encore, chaque fois. Merci, Abdoulaye. Merci, prof. Prof, je vous laisse répondre avant de Oui, prendre une autre question. D'accord. oui, bien sûr. Alors merci. Là, vous soulevez des questions fondamentales qui sont pas uniquement au cœur des réflexions sénégalaises, mais qui font l'objet de débats, de commissions parlementaires, de groupes d'experts en France, aux États-Unis, en Thaïlande et autres. Donc, on est confronté aux mêmes problématiques, mais à des échelles variées, on va dire. Euh, pour ce qui est de la première question, face aux utilisateurs les plus vulnérables que sont les mineurs, hein, les enfants et les adolescents,
beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui dans des travaux parlementaires, la question de l'écran, l'accès aux écrans, à partir de quel âge on peut utiliser un réseau social, est-ce qu'on va limiter le temps d'utilisation des réseaux sociaux en mettant des systèmes contraignants hein, qui disent, voilà, au bout d'une heure, il faut être déconnecté automatiquement. Est-ce que l'on met en place des systèmes d'identification par l'âge pour savoir justement quel est l'âge de l'utilisateur et est-ce qu'on lui permet d'accéder et ouvrir un compte réseau social? Moi, je suis de plus en plus convaincu par l'idée que tout ne peut pas être euh, réglé par le législateur. Il y a des choses qui vont relever de la sphère du bon sens, de l'encadrement familial, du partage d'expériences. Et toutes ces pratiques-là relèvent de ce qu'on appelle l'éducation aux médias ou l'éducation critique aux médias. Ce sont des initiatives qui sont portées de plus en plus à la fois par la société civile, par des universitaires, par des enseignants, parfois même par des autorités. L'idée étant de dire, ben, on va pas pouvoir, par l'arme législative, réguler complètement le comportement des mineurs afin de les protéger. À un moment donné, si un enfant de 10 ans a envie d'accéder à un réseau social, il suffit qu'il ait un copain qui a un téléphone et il va y arriver. Donc la vraie question, c'est quelles armes on lui donne pour qu'il sache adopter des réflexes ou des comportements qui ne retourneront pas le réseau social contre lui quand il sera plus âgé. Voilà, on a plein de cas très dramatiques hein, ces dernières années d'adolescents qui mettent fin à leur jour parce qu'ils ont été victimes de cyberharcèlement, de violences, d'insultes, parce qu'on les a poussés à bout et ils ne savent pas comment s'en sortir. Donc l'éducation aux médias, sur laquelle il y a de très nombreux rapports qui sont disponibles en ligne, fait partie pour moi des armes qu'il faut mobiliser et qui impliquent concrètement de fournir quelques clés de lecture, des compréhensions aux jeunes, en disant, ben voilà, je vais t'expliquer c'est quoi un réseau social, comment ça fonctionne, pourquoi il est personnalisé, pourquoi quand tu fais une recherche, tu ne vois pas la même chose que les autres personnes, pourquoi ton fil d'actualité de TikTok est différent de celui des autres, etc., etc. Donc ça, pour moi, l'éducation aux médias, c'est vraiment quelque chose qui devrait devenir systématique dans l'éducation primaire des jeunes. Il faudrait qu'à un moment donné, vers 9 ou 10 ans, on leur dise, bah voilà, on va passer une journée à vous apprendre comment on gère l'information, la désinformation en ligne. Donc ça serait la première réponse que je voudrais apporter. Et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on y reste? J'ai envie de dire la même chose que ce qui fait qu'on reste dans des communautés de vie, que les gens vivent dans des villes ou dans des villages ou dans des cercles familiaux, à savoir, bah, il y a le lien social, évidemment beaucoup de personnes qui étaient isolées, qui étaient en détresse, qui se déplacent beaucoup. Les réseaux sociaux est devenu un vecteur de lien social, de maintien du lien social. Ça a été particulièrement puissant durant la période de Covid. Je rappelle que lors des confinements et des couvre-feux, l'utilisation des réseaux sociaux a explosé. Les gens étaient enfermés chez eux, ne pouvaient pas interagir avec leurs amis, leurs proches, parfois même leurs compagnons, leurs compagnes. Et donc, en gros, le réseau social était devenu un moyen indispensable de maintenir du lien. Et je pense que la moitié de certains pays seraient entrés en dépression s'il n'existait pas les réseaux sociaux, parce qu'en fait, ils n'auraient pas pu connecter, faire des visios et autres. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des éléments de neurosciences hein, qui mériteraient d'être analysés. J'ai pas les armes méthodologiques, mais j'ai vu quelques études. Frances Haugen, la lanceuse d'alerte de Facebook, qui a démissionné et qui a témoigné devant différents parlements, a démontré par des documents, 22 000 pages hein, de documents qu'elle a diffusés, que les réseaux sociaux comme Instagram étaient paramétrés véritablement paramétrés pour inciter les utilisateurs à rester le plus longtemps en ligne. Et ils utilisent notamment des techniques hein, qui sont inspirées un peu de la dopamine, hein, cette impulsion là, quasiment de l'hormone du bonheur ou de la satisfaction, à savoir des systèmes de notification pour vous dire bah, il faut revenir absolument, il se passe quelque chose dessus. On va vous, voilà. En gros, des techniques psychologiques sont utilisées par les réseaux sociaux pour inciter les utilisateurs soit à rester le plus longtemps possible, le scrolling infini, ça en est une technique, ou pour y revenir le plus souvent. Et un dernier aspect qui justifie le fait que même les utilisateurs qui quittent finissent par revenir, il y a une expression qui résume bien ça, ça s'appelle le FOMO, Fear of Missing Out, une expression américaine. En fait, ça correspond à l'idée que si l'on quitte un réseau social, même pour les raisons les plus vertueuses du monde, on risque de rater un pan d'activité sociale.
sera pas invité aux soirées, on n'aura pas des informations cruciales sur ce qui se passe dans le monde, on ne sera pas au courant des activités de notre entourage. Et beaucoup de personnes, soit ne veulent pas quitter les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur de se retrouver exclus de leur cercle social, notamment les jeunes, soit parce qu'ils ont peur de ne pas avoir des informations qui comptent, étant entendu que pour certains, le réseau social est la principale source d'information, y compris politique, y compris institutionnelle. Et donc ils se disent, si je quitte, je n'ai plus accès à tout cela. Et ils finissent par revenir. Merci beaucoup, professeur. Bon, on a quelques questions également dans le chat. Je m'en vais rapidement vous les lire. Donc, la première question, comment faire pour demander au réseau social s'il a des données nous concernant? Ça, c'est la première. Donc, je vais vous dicter les questions rapidement. La deuxième question, c'est est-ce possible en fait que nos données disparaissent de la base d'un réseau social d'elle-même au bout d'un certain temps? Ça, c'est la deuxième. Voilà. La troisième. D'accord, je vous laisse répondre sur les deux questions. J'enchaîne avec une troisième. Y a-t-il des législations avancées pour protéger les personnes contre la diffamation? Est-ce qu'on peut penser à des législations ou régulations contre les fake news et la désinformation dans les réseaux sociaux? Donc, je vous laisse répondre sur ces trois questions avant de revenir in fine avec les autres. Merci, prof. Merci. Alors, concernant la première question, bah, tout dépend en fait de la législation qui est mise en œuvre. Je peux répondre pour le cas européen, on a tout un protocole qui permet concrètement d'utiliser un formulaire. Il est harmonisé pour les moteurs de recherche, pour les plateformes de vente en ligne de type Amazon et autres. C'est un processus standardisé qui permet à un utilisateur ou une utilisatrice d'adresser une demande à la plateforme, une demande que la plateforme ne saurait ignorer, hein. Elle doit réagir dans des délais raisonnables pour demander soit la suppression des contenus, soit simplement savoir si les données sont disponibles, etc., etc. Et cetera. Et en principe, les plateformes qui opèrent dans des États où ce type de dispositif existe doivent avoir créé sur le site lui-même une page permettant d'automatiser cette demande. Mais ça, évidemment, la plateforme va s'adapter à la législation du territoire sur lequel elle opère. Donc, ça veut dire que ce dispositif, qui serait accessible pour un utilisateur situé sur le territoire de l'Union européenne, ne le sera pas nécessairement pour des utilisateurs situés dans des pays où n'existe pas une législation permettant d'accéder aux données, de demander la suppression. Donc voilà, ça va dépendre évidemment de la territorialité de l'activité qui nous intéresse. Mais lorsqu'il y a une législation, en principe, la plateforme doit avoir une page dans les paramètres de confidentialité permettant de désactiver les contenus, de demander les données, etc., etc. La deuxième question, est-ce que les données vont disparaître au bout d'un certain temps? Non. En tout cas, c'est pas ce que va faire la plateforme. Pourquoi? Parce que comme je l'ai indiqué tout à l'heure, le modèle économique de la plateforme repose sur l'exploitation de données massives, de big data. Et donc, un réseau social à qui on ne demande pas de supprimer des données ne va certainement pas s'amuser à les supprimer de lui-même, sauf s'il soupçonne qu'il va être exposé à des mesures d'enquête, d'investigation ou de sanctions parce qu'il aurait violé les données le droit des données à caractère personnel, il se rend compte qu'il doit les supprimer parce qu'il n'a pas respecté les finalités fixées par le droit. Mais autrement, si vous ne faites rien pour demander la suppression de ces données à caractère personnel, je peux vous garantir que, sauf contrainte réglementaire, le réseau social va essayer de les garder le plus longtemps possible. C'est comme ça qu'il fonctionne. Euh, Est-ce qu'il existe des législations? Ah oui, encore une fois, je prends les exemples que je connais, donc les cadres européens et internationaux. Depuis 2016, on observe la multiplication de législations qui visent à lutter contre la désinformation en ligne et particulièrement en période électorale. En fait, la désinformation est surtout perçue comme une menace pour la démocratie en période d'échéance démocratique. Donc, l'élection présidentielle, l'élection législative, le référendum et autres. Et un certain nombre d'États à travers le monde, notamment la France, ont réalisé que c'était à cette période-là que les fake news, la désinformation étaient les plus susceptibles d'être diffusées, de sorte que sont adoptées des législations qui intiment aux plateformes de prendre des mesures renforcées de lutte contre la désinformation pour éviter la diffusion de contenus qui pourraient, d'une certaine manière, orienter
qui pourraient orienter l'opinion des utilisateurs sur la base de données fausses. Sauf que c'est pas le cas dans tous les États, et notamment un État où la liberté d'expression est particulièrement protégée. Vous savez à quoi je fais référence, les États-Unis. Régulièrement est invoquée la nécessité par ces différentes organisations de lutter contre la désinformation en ligne, sauf que lutter contre la désinformation en ligne pourrait être perçu comme une atteinte à la liberté d'expression. Aux États-Unis, le First Amendment permet de relayer des idées contestables, voire fausses, et empêcher quelqu'un de dire des bêtises, juridiquement, c'est extrêmement compliqué. Sinon, je peux vous garantir que Donald Trump ne serait pas président des États-Unis. Donc voilà. Mais en tout cas, de 2016, 2018, on a vu la multiplication de ce type de dispositif à l'échelle internationale. D'accord, prof. Merci beaucoup. Nous avons une question, une main levée, la main de Monsieur Baba Fall. Allez-y, Monsieur Fall. Vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup, Monsieur Sissi. Merci également au professeur Dior. Je vais commencer par remercier également le NASPAC pour cette belle initiative. Et vraiment, j'ai trouvé le séminaire très instructif, hein. On a vraiment appris beaucoup de choses avec le professeur Dior. Et le NASPAC également nous a donné l'opportunité de pouvoir mettre un visage à ce nom-là que nous rencontrons très souvent, tout comme celui de Emmanuel Netter. Donc, on est vraiment ravis de faire en tout cas de participer à ce séminaire. Donc, l'intérêt de ce séminaire, justement, nous conforte davantage, hein, professeur, dans l'intérêt que nous apportons à la protection des données personnelles. Moi-même, je travaille sur un sujet portant sur la protection des données à caractère personnel à l'épreuve de la lutte contre la cybercriminalité. Donc, tout comme les réseaux sociaux, hein, je crois que dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité aussi, il y a une collecte massive de données. En tout cas, les autorités judiciaires ont besoin de ces données-là pour pouvoir effectivement lutter contre la cybercriminalité, en tout cas de façon efficace. Et que même dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, elles parviennent quand même à protéger les données. Parce que je crois que les données à caractère personnel elles-mêmes font l'objet de pirates ou en tout cas d'utilisation détournée. Moi, en fait, ma question porte sur l'articulation, hein, selon vous. Est-ce que, est-ce qu'il est possible d'articuler ou, si vous voulez, assurer en même temps une protection efficace des données à caractère personnel et une lutte vraiment, une lutte contre la protection effective des données à caractère personnel et une lutte efficace contre la cybercriminalité? Si oui, en tout cas, de quelle façon? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de régulation, d'autorégulation, tout ça. Est-ce que ces, en tout cas, moyens peuvent être utilisés par les autorités judiciaires ou en tout cas peuvent être utilisés de façon plus large dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité? Et je vous remercie. Merci Merci. beaucoup, Monsieur Fall. Prof, je vous laisse répondre rapidement. Bon, Oui, je vous annonce que prof a d'autres obligations. Il doit nous quitter à 17h02, je crois. oui, c'est ça. Donc, 17 heures de... Mais je vais essayer de répondre. 17h02. C'est une question extrêmement, extrêmement importante. Je vais essayer de répondre de Voilà. façon efficace pour pouvoir prendre au moins encore une question derrière. Euh, Voilà. c'est un D'accord. enjeu extrêmement crucial que vous abordez, c'est celui de la balance des intérêts entre la lutte contre les activités illicites et la protection des droits fondamentaux. Il est évident que l'on ne peut lutter contre des comportements illicites, voire néfastes pour la société, sans parfois procéder à des demandes d'accès à des données à caractère personnel. Voilà, il y a eu récemment la controverse liée à l'arrestation du dirigeant de Telegram, cette plateforme de messagerie hein, en ligne qui n'a pas de pratique de modération extrêmement saine et qui laisse enfin, circuler des contenus discriminatoires, terroristes, intégristes et autres, et concrètement qui refusait de partager l'accès aux données de ces conversations en invoquant la protection de la vie privée, la liberté d'expression. Et autres. Il faut que de tels mécanismes de collaboration entre les autorités judiciaires et les réseaux sociaux existent, soient établis, et il faut que les réseaux sociaux soient évidemment
inscrits dans cette démarche de collaboration parce qu'eux-mêmes n'ont pas intérêt à ce que des comportements cybercriminels prolifèrent sur la plateforme si la plateforme va perdre sa base d'utilisateurs. Mais un peu comme c'est le cas dans mon pays, en France, il faut qu'il existe une autorité tierce qui puisse éventuellement superviser ou contrôler a posteriori, a priori, les demandes d'accès à des données à caractère personnel pour déterminer dans certains cas s'il n'y a pas un caractère disproportionné, en gros une demande qui serait indiscriminée, qui viserait à demander les données d'une variété d'utilisateurs sans fondement valable. Et ça, c'est ça qui me semble le plus important, d'opter pour un système dans lequel tout mécanisme de collaboration, de communication de données entre l'autorité publique et l'acteur privé, le réseau social, parce que a été observé voilà, des comportements illicites, de diffamation, de dénigrement, des arnaques et autres, fassent l'objet d'un contre-pouvoir, donc en fait une autre autorité qui n'est pas forcément une autorité à créer, qui peut être une autorité préexistante de protection des droits fondamentaux, pour déterminer dans quel cas on peut demander la communication de données à caractère personnel. Et dans de nombreux pays, parfois, les réseaux sociaux refusent de donner des données, de fournir des données à caractère personnel aux autorités parce qu'ils supposent, souvent à juste titre, que les demandes sont infondées, sont illégitimes et sont en réalité destinées à persécuter des opposants, comme ça a pu être le cas à l'époque des printemps arabes, ou comme ça a pu être le cas en Chine. Et donc voilà, il faut trouver le juste milieu et mettre en place des mécanismes de contrôle des demandes d'accès aux données à caractère personnel pour protéger les droits Merci, prof. fondamentaux tout en protégeant les intérêts de la société. Merci beaucoup, prof. Une toute dernière question de Monsieur Georges Gonzalez. Peut-on envisager l'extension de la protection des mineurs dans les réseaux sociaux existants dans un pays ou un continent comme l'Europe sur l'ensemble du monde? Par exemple, la vérification de l'âge pour les sites pornographiques. Alors, à mon avis, non. Pour une raison simple. Alors, je vais contextualiser la question que je trouve très intéressante parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais il y a de plus en plus d'États à travers le monde qui limitent l'âge en deçà duquel il n'est pas impossible, enfin, qui ont fixé un âge en deçà duquel il est interdit de créer un réseau social. Le dernier exemple en date, c'est l'Australie. Qui a défini, alors je crois que c'est 16 ans, et donc interdiction de créer un compte réseau social avant 16 ans. Et quand on voit déjà la levée de boucliers que ça a suscité en Australie, donc entre Australiens, en matière d'accusation de restriction à la liberté d'expression, d'autodétermination, d'atteinte portée à l'autonomie des jeunes, en leur disant ben voilà, les jeunes doivent apprendre à se mettre en danger ou autre, euh, il me semble inconcevable qu'une telle réflexion puisse être menée à l'échelle internationale. Alors, il y a des travaux qui sont menés, il y a des groupes de travail au niveau onusien, au CDE et tout ça, mais réussir à définir un cadre international de régulation de l'accès aux réseaux sociaux ou à des contenus préjudiciables pour les jeunes, ça me semble assez illusoire. On a déjà du mal à le faire à l'échelle des États. Donc, en France, on est très partagé. Aux États-Unis, on est très partagé. En Australie, ça a donné lieu à des controverses, des scandales. Et donc, jusqu'à présent, maintenant que la loi a été passée, bah, un certain nombre d'organisations de la société civile disent on a compromis en fait notre liberté d'expression et l'autonomie de nos jeunes. Donc, je n'ose imaginer une situation dans laquelle cela puisse se faire à l'échelle supra-régionale. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit souhaitable parce qu'à mon avis, compte tenu des particularismes culturels sur les contenus qui sont acceptables ou non, il faut que les régions et les États puissent garder une certaine marge de manœuvre. Voilà, moi, je suis internationaliste, mais je pense qu'il y a certains domaines dans lesquels il faut s'adapter aux préoccupations, aux besoins des États, tant qu'ils sont conformes évidemment aux droits fondamentaux. D'accord. Merci beaucoup, prof, pour la réponse. Donc, nous arrivons au terme de ce séminaire. Je voudrais rapidement dire quelques mots avant de vous donner la parole pour votre mot de clôture et à professeur Mampendaba pour le mot de la fin. Je tiens encore à vous remercier, professeur, chaleureusement pour vos très belles et riches contributions inspirantes, ainsi que vous, chers participants, pour votre engagement et la pertinence de vos questions. Ce séminaire nous a permis d'explorer de fond en comble les
enjeux et défis majeurs relatifs à la protection des données à caractère personnel et à la régulation des réseaux sociaux. J'espère que les échanges d'aujourd'hui serviront de base, de levier ou bien d'outil d'aide à la décision pour nos dirigeants. Merci à tous pour votre participation très active. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour notre prochain séminaire. Prof, je vous cède la parole. Professeur Ndior. Merci, merci beaucoup. Alors, je voulais simplement m'excuser. J'ai vu qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées que je n'ai Ouais. pas pu traiter. Malheureusement, comme cela a été indiqué par Monsieur Cissé au début, j'ai des contraintes qui font que je dois me déconnecter rapidement. Ma journée n'est pas encore finie. Mais voilà, j'espère avoir pu répondre à l'essentiel des questions. Et je reste persuadé que la mobilisation des utilisateurs, des utilisatrices pour comprendre les usages, les ressorts, la mécanique de fonctionnement des réseaux sociaux est un des leviers les plus importants. Tout ne peut pas passer par la voie de la réglementation. Il faut aussi que les utilisateurs aient conscience des outils technologiques qui sont utilisés pour être mieux sensibilisés aux risques de dérapage, d'exploitation de leurs données à caractère personnel et plus généralement d'atteinte portée aux droits fondamentaux. Et donc, voilà, j'invite toutes les personnes qui ont suivi cette conférence à se documenter et à documenter leur entourage sur ce que sont les réseaux sociaux. D'accord, prof. Je pense que voilà, c'est bon. Je pense qu'on peut clore la rencontre. Donc, je vous donne rendez-vous dans 2, 3 semaines pour notre prochain séminaire, le cinquième numéro. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup.